Passion MLB, le podcast épisode numéro 17. On est déjà rendu à la mi-juin. On approche dangereusement de la mi-saison. On est rendu à l'épisode 17, Sébastien, réalises-tu? Déjà, hein, qui l'a cru quand on a parti ça, tu sais, on partait tranquillement là, mais là, on est déjà rendu là, puis la saison avance, puis on continue. Ouais, on parlait de camp d'entraînement, puis on disait Jackson en Ouais, été, vas-tu faire le club? Puis là, ben finalement, il l'a pas fait. il Le l'a temps fait plus passe vite. tard. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le temps passe vite en bonne compagnie. Ça, c'est toi, Sébastien, si tu l'as pas compris. Parce qu'il faut comprendre que moi et Sébastien, notre dynamique, c'est pas de se faire des compliments. On s'en Non, fait des fois, une fois par semaine en nombre pour la parure, comme on dit. c'est ça, là, Mais je suis pas à l'aise, là. non, moi non plus. Non, On recalibrera non. ça après le podcast. Ouais, c'est bon. Sébastien, le podcast ne pourra pas commencer de bonne façon comme d'habitude parce que mon père ne sera pas à l'écoute en direct cette semaine. Il est en vacances, donc on ne pourra pas avoir le fameux message de mon père sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'on peut commencer. Donc, je vais prendre sur moi de commencer le podcast et de se dire que ben, sur ce pas, on va pouvoir y aller avec le bloc des Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play. Si je te disais, toi, Sébastien Berroir, fan numéro un de John Schneider, que George Springer est à quelques jours de devenir hot, selon le gérant des Blue Jays, tu me dirais que c'est basé sur des statistiques avancées des petits génies, sur rien du tout, ou sur le bon feeling du bon gérant? Probablement sur rien du tout parce qu'on l'a vu dans son dernier match, 3 beaux strikeouts. Oui, un Ouais. double, mais comme tous les joueurs du club, il est allé mourir au deuxième coussin. Donc, je ne sais Mhm. pas sur quoi John Schneider se base pour dire que George Springer est sur le point d'éclore parce qu'on ne voit rien de bon qui s'en vient. On n'a rien vu de bon depuis le début de la saison, puis on ne voit pas cette étincelle. On voit, tu sais, des fois, on sent qu'un frappeur a des bons élans, qui voit bien la balle, mais peut-être est malchanceux. Mais là, George Springer ne voit pas la balle. Là, on l'a vu dans le dernier match. Il s'était lancé sur des lancers complètement à l'extérieur de la zone des prises, a été Mhm. complètement déjoué. Puis même sur son double, si je ne me trompe pas, c'était un compte d'aucune balle de prise. Puis c'est le lanceur qui a un peu échappé un lancer en plein cœur du marbre. Donc, il en a profité. Tant mieux pour lui. Mais tu sais, c'est pas Springer qui a bien vu la balle puis qui est au cœur d'une bonne séquence. Donc, j'ai aucune idée où est-ce que John Schneider s'en va. Après moi, c'est parce qu'il a chaud. Comme tout le monde, là, il a juste chaud en ce moment, puis il essaie de transposer ça pour J'allais dire son premier frappeur. Non, c'est même plus son premier frappeur parce que oui, ça fait une couple de semaines qu'il frappe. Puis on s'entend qu'il frappe pas comme un gars qui veut revenir premier. Là. Quand t'as des gars comme Spencer Horwitz puis David Schneider qui frappent mieux que lui, en ce moment, c'est un club qui est tiré par la force des choses par les jeunes. Là. Ça, Sébastien, ce club-là. Là. Tu sais, t'as comme pas le choix de confier le club à cette équipe-là, mais tu sais, t'as quand même faire de la place pour ces gars-là en disant au revoir à Daniel Vogelbach, en disant au revoir à Kevin Biggio par la force des choses de la blessure de Beau Pichette aussi. Puis une chance qu'ils sont là en ce moment, les jeunes, j'ai envie de dire. C'était pas le plan initial, mais Ouais, c'est les Bisons de Toronto présentement, puis c'est eux qui mènent la barque. Puis si justement John Schneider avait parlé de Spencer Horwitz, que ça va bien, que Vladimir Guerrero même est sur une bonne séquence, on est en train de retrouver tranquillement le Vladimir Guerrero. C'est pas celui de sa saison MVP, mais quand même, ça va mieux qu'en début de saison. Mais là, il nous parle de George Springer, donc c'est à ne rien comprendre. Mais oui, c'est les jeunes. C'est les trois nouveaux, si on peut les appeler comme ça. Schneider, c'est pas un nouveau, mais mhm. c'est quand même ces gars-là qui présentement font le travail en plus de Vladimir et non pas justement les George Springer, Justin Turner, qui c'est très difficile, même s'il y a deux coups sûrs dans la dernière rencontre. Beau Bichette qui malheureusement est blessé, mais ça ne change pas grand-chose parce qu'il frappait pas. Dalton Varsho non plus a eu une bonne séquence il y a quelques semaines, mais c'est redevenu le Dalton Varsho de l'an dernier un peu. Donc, ça va vraiment pas bien. Puis quand c'est justement les jeunes que tu viens de rappeler qui font le travail, bien, ça te montre qu'il y a un problème. Les Blue Jays ne gagneront pas si c'est les jeunes qui font le travail, même si ça va très bien pour eux. Il faut que les vétérans se lèvent dans ce club-là.
Il y a Elvis Martinez aussi qui est là, mais qui lui joue pas parce que Brian Bayo est sur le monticule puis c'est pas un bon fit là. Tu sais, c'est ça, on en parlait ce matin là. Puis tu sais, Brian Bayo là, il est bon Brian Bayo là, mais c'est pas Sandy Koufax non plus là. Tu sais. Non, puis il n'y avait aucune chance que Martinez se lève. Il était bien assis au centre de Ouais, l'abri des ouais. Blue Jays. Il savait qu'il n'allait pas sortir de là. Donc, c'est un peu dommage. Tu ramènes un jeune. Oui, probablement qu'il va jouer dans la prochaine série contre les Guardians, mais tu ramènes un jeune, tu l'assois dans l'abri. Oui, il va apprendre en voyant les vétérans, mais qu'est-ce qu'il va apprendre présentement de ces vétérans-là? Pas grand-chose. Non, c'est ça. Il y a David qui nous dit ici, John Schneider est un vendeur de rêves, un peu comme les médias francophones avec le CH. Faut-tu que je le prenne personnel, ça? Eh, prends-le comme tu veux. Jean-Michel Gauthier qui nous dit, c'est à se demander si John Schneider, sentant la soupe chaude avec George Springer, préfère vivre dans une hallucination. C'est une théorie qui se tient. Oui, ben, il n'y a pas vraiment d'autres théories selon moi, là, parce que de toute façon, tu es pris avec George Springer. Tu sais, si tu Ouais, l'échanges, tu vas manger beaucoup, beaucoup de salaire. Puis ouais. qui va aller le chercher? Tu sais, on parlait peut-être des Braves d'Atlanta, mais encore là, c'est pas avec les performances qu'il met sur le terrain présentement que Alex Anthopoulos et les Braves vont être tentés d'aller le chercher. Donc, on est pris avec ce problème-là, puis on a un petit peu couru après en lui donnant un gros contrat comme ça. Et pendant ce temps-là, Schneider qui dirige les médias vers autre chose que sa décision de laisser Martinez 2 fois sur le banc contre les Red Sox, ce qu'on parlait un petit peu tantôt. Euh, J'aimerais ça qu'on jase aussi là, un peu de Kevin Gossman qui a dit là, un petit peu plus tôt cette semaine, ouais, si on n'est pas parfait, on peut pas gagner. De un, il a raison. Tu sais, si Oui. les joueurs partants sont pas parfaits, tous les releveurs de qualité sont blessés ou dans le 3A, dans le cas de Swanson, là, parce qu'il n'est plus exactement de la qualité présentement. Il y a une saison qui est un petit peu plus difficile, puis l'attaque, ben, c'est complètement difficile. Est-ce que ce commentaire-là, tu as perçu ça un petit peu plus en se disant, ah, ben, c'est un gars qui essaie de fouetter ses troupes, ou en même temps, c'est un gars qui dit, hey, regarde, là, c'est plus que j'essaie de fouetter mes troupes positivement, je commence à être tanné. Tu sais, comment tu as perçu ça, ces propos-là de Gossman? Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu des 2. Puis on avait vu aussi, si je ne me trompe pas, c'était Chris Bassett au début de la saison qui avait passé un peu le même genre de commentaire, qui ne pouvait pas donner plus qu'un point parce que l'attaque n'allait pas répondre. Donc, j'ai l'impression que la rotation partante est un petit peu tannée d'avoir toujours cette pression-là à chaque match de performer. Tu sais, oui, en temps normal, chaque lanceur veut performer à la hauteur de son talent, veut être à son maximum. Mais quand tu sais que de temps en temps, l'attaque va te backer, que tu vas être couvert par cette attaque-là, mais ça met un petit peu moins de pression, puis tu peux lancer avec un peu plus librement. Mais là, ce n'est pas le cas. Chaque point qu'on accorde, c'est pratiquement le point de la victoire. Donc, ça met une pression supplémentaire que cette rotation-là n'a pas vraiment besoin en ce moment. Puis comme si ça allait pas assez mal, 4 erreurs lors du match de mercredi. Fait que même quand le lanceur fait sa job et qu'il fait frapper des balles qui devraient être attrapables, ben, la défensive trouve une façon de pas toujours bien fonctionner. Donc, c'est extraordinaire en ce moment ce qui se passe. Pathétique, nous dit Vincent de Blois en majuscule avec des espaces qui sont bien sentis. On ressent ton, Oui. ton émotion, Vincent, là, dans ton commentaire. C'est toi qui parlais David qui nous... de la sacro-sainte défensive aussi. Hein? Ça fait plusieurs fois que tu nous en parles, là, mais on la Ouais, voit de moins en moins. Là. ouais, c'est ça, tu sais, il y a comme juste rien qui marche. C'est ça. David qui nous mentionne que oui, Gossman, il semble tanné des performances des Blue Jays. Martin qui nous demande à quelle position joue Aurelvis Martinez. À la base, c'est un joueur d'arrêt-court, mais berne-toi pas d'illusion, il jouera pas à l'arrêt-court dans le baseball majeur, c'est officiel. Il a été transféré au troisième but il y a quelques années. C'était difficile. L'an passé, en fin de saison à Buffalo, on l'a muté au deuxième coussin. On espère en faire un joueur de deuxième coussin pour camoufler ses lacunes parce que défensivement, c'est pas ça du tout. Il peut jouer au troisième. J'ai l'impression que le plan Sébastien, c'est de le faire jouer au deuxième. Dans un monde idéal, pour vrai, il serait frappeur de choix parce que défensivement, c'est pas grave. Penses-tu sérieusement que si à un moment donné, Vladimir Guerrero Junior part, on pourrait lui donner des répétitions au premier coussin? Ben, pourquoi pas? Puis je pensais que tu allais répondre sa position, c'est sur le banc, parce que c'est ça qu'on voit depuis 2 matchs. Mais non, non. Puis oui, on répète que c'est pas. Il
n'est pas excellent en défensive, mais il faut lui laisser le temps. On vient de le changer de position, puis il Ouais. ne peut pas faire pire que les joueurs qui sont en place présentement. Puis moins il va avoir des répétitions, moins il va être bon. Fait que Mhm. on est un petit peu dans un cercle vicieux. On doit le faire jouer, puis c'est pas comme si on n'avait pas un trou au deuxième coussin, qu'on n'avait pas un trou au troisième but non plus. Il n'y a personne qui font le travail, qui fait le travail présentement. Donc, pourquoi ne pas Mhm. l'essayer? Puis oui, pour répondre à ta question, éventuellement, si on a un poste ouvert au premier but, mais pourquoi pas? On a eu des joueurs de champ qui ont été recyclés en joueurs de premier but. Un joueur d'avant-champ peut certainement jouer au premier coussin. Donc, Ouais. si on pense que sa défensive est si pire que ça, bien, peut-être que ça va être une avenue possible pour lui. Michel qui nous mentionne, faut vraiment aimer le baseball pour continuer à regarder tous les matchs. J'avoue qu'en ce moment, tu sais, c'est difficile. Puis, tu sais, je lisais une séance de questions-réponses que Ben Nicholson-Smith a faite sur les réseaux sociaux. Puis, un des commentaires qui revenait, c'était quand est-ce qu'on va arrêter de souffrir? Tu sais, c'est ça que les partisans des Blue Jays demandent parce que si tu arrives à la date limite des transactions puis que tu vends des joueurs, que tu fais des transactions, que tu vas dans une nouvelle direction, tu dis, ben écoute, au moins, il y a quelque chose. Si le club s'améliore puis que tu achètes, ce dont je doute vraiment beaucoup, ben au moins tu vas dans une direction. Mais là, en ce moment, c'est juste, tu es dans les lignes, puis tu sais pas ce qui se passe, puis ben les Blue Jays vont attendre un mois encore avant de prendre une décision, puis il se passe pas grand-chose, puis le club perd 2 matchs sur 3, puis il se fait balayer par les Red Sox. Tu sais, c'est un peu dans les lignes en ce moment. On sait pas trop quoi penser de ce club-là, puis ils vont un jour à la fois en se disant, ben ils en ont gagné une, ils se rapprochent à 5 matchs des séries au lieu d'être à 5 matchs et demi. Tu sais, c'est un peu ça en ce moment. Oui, bien, présentement, on n'a pas vraiment le choix d'adopter cette avenue-là parce qu'on est encore. Oui, on n'a pas beaucoup de chances de participer aux séries éliminatoires, mais on est encore près de la dernière place qui donne droit à cette participation-là. Donc, on doit attendre un peu. Puis c'est ce qui rend les choses un peu plates en ce moment. Mais rendu dans un mois, il va falloir prendre une décision. Puis il n'est pas question d'y aller avec le statu quo. Là, on ne peut pas y aller avec le statu quo. On doit vendre ou on doit acheter. Puis si on vend, bien, on doit vendre pour vrai parce que ce ne sera pas l'an prochain qu'on va être meilleur à ce moment-là chez les Jays. On va avoir le même club, moins les joueurs qu'on va avoir échangés. Puis je ne pense pas qu'on va faire des acquisitions si on ne les a pas fait l'an dernier. Non. Donc, on doit prendre une avenue, choisir quel chemin on prend, puis vraiment y aller à fond dans ce chemin-là parce que sinon, on va payer pendant des années. David qui nous demande ici, si les Jays restent sous la fiche de 500 d'ici la date limite, pourquoi ne pas laisser partir des joueurs comme Gossman, Bassett, Kikuchi, Romano, Kiermaier? Moi, je pense que des joueurs de location sont très propices de quitter. Dans la liste que tu m'as nommée, il y a Kikuchi et il y a Kiermaier qui seront joueurs autonomes à la fin de la saison. Je pense que Kikuchi et Yimi Garcia sont probablement les deux lanceurs qui ont le plus de chances de quitter d'ici la fin de la saison, en fait, d'ici le prochain mois et demi, si le club décide de vendre. Un gars comme Romano Bassett, ça va être agent libre dans 1 an et demi. Ça, ce serait une décision un petit peu plus grande peut-être de voir si on les laisse partir, parce que si on les échange dès maintenant, ça veut dire qu'on abandonne potentiellement aussi sur 2025. Kevin Gossman est à 2 ans et demi de l'autonomie, donc lui aussi, ça, ce serait un projet encore plus imposant de l'échanger. Mais je sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, si Garcia revient en santé, parce que là, il est sur la liste des blessés, et si Kikuchi continue de lancer comme ça, c'est deux lanceurs que tu veux avoir dans le baseball. Tu sais, Kikuchi, c'est un gars, pas dans toutes les rotations, mais de la façon dont il lance depuis 2 ans, c'est un gars qui peut être un partant en série dans le baseball majeur, sans être l'as d'une rotation, évidemment. Puis Yimi Garcia peut lancer des manches à haute importance en séries éliminatoires aussi, de la façon dont il lance cette saison. Exactement. Puis des lanceurs, on n'en a jamais trop. Les équipes Tu veulent de penses? la profondeur. Ben, pas juste je le pense, je pense que c'est la réalité parce qu'on a Ouais, vu tous les lanceurs qui sont tombés comme des mouches cette saison dans le baseball exact. majeur. On en a besoin. On arrive à la fin de la saison. On va en perdre encore. Donc, les directeurs généraux veulent ajouter à la profondeur de leur enclos, de leur rotation partante. Donc, on va vouloir s'informer du prix de ces lanceurs-là. Puis si on s'en va du côté des joueurs de position, on ne doit pas oublier Danny Jensen également, qui, je pense, aurait quand même une bonne valeur. Un receveur Ouais, qui est capable de frapper, puis qui dirige très bien les lanceurs. Donc, assurément. on pourrait aller chercher un bon retour pour Danny Jensen. Puis pour les Romano Bassett, ben, ça va dépendre du prix. Si une équipe
veut vraiment payer le gros prix pour obtenir les services de ces lanceurs-là, bien pourquoi pas? Parce que tu parlais, est-ce qu'on abandonne en 2025? Mais si on fait ces mouvements de personnel-là, je ne vois pas comment on peut revenir peut-être à l'équipe de l'an dernier qui avait une chance de se rendre un petit peu plus loin. Peut-être qu'on n'échangera pas Bichette et Guerrero, mais des gars comme Bassett et Romano, pourquoi ne pas y aller? Puis si on a notre prix, on y va. J'ai de plus en plus le sentiment que les Blue Jays échangeront pas Guerrero et Bichette cette saison. Mais évidemment, on pensait ça de Juan Soto en 2022, puis il a été changé 2 fois depuis. Ouais. Les choses peuvent changer excessivement rapidement. Mais une Euh, chose, par contre, juste avant qu'on continue, si tu n'échanges pas Guerrero et Bichette à la date limite des transactions, tu ne les échanges pas cet hiver non plus. Parce que tu ne vas pas les garder pour terminer la saison en sachant très bien que tu ne te rendras pas en séries éliminatoires, puis c'est ça. perdre la valeur durant les quelques mois de la saison. Soit que tu les échanges à cette date limite des transactions-là ou à l'autre l'année prochaine, mais Ouais. il n'y a pas vraiment d'entre-deux. À moins que les Blue Jays décident de se dire on va se donner un dernier blitz de négociation, mais entre toi et moi, avec la saison que les gars sont en train de connaître, Ouais. avec la saison que les Blue Jays sont en train de connaître, j'ai énormément de difficultés à m'imaginer ces gars-là à 1 an de l'autonomie en se disant on peut avoir une grosse saison puis reconstruire notre valeur. J'ai énormément de difficultés à les imaginer à ce point-ci ne pas devenir des joueurs autonomes. Pour moi, c'est impossible dans ma tête que ces gars-là ne deviennent pas joueurs autonomes. Même chose, je te dirais, ça n'arrivera jamais. Là. Ah, c'est ça, Ah. exactement. Donc, Giuliano qui nous disait Schneider out. C'est vrai que c'est un thème qui revient assez souvent, puis il fait rien dans les dernières semaines pour dire ouais, c'est quoi finalement, peut-être qu'on pourrait le garder. Ben, avant le début de la euh, saison, j'avais dit qu'il ne se rendait pas au match des étoiles. Là. Il me reste quelques semaines. Là. ouais, commence-tu à avoir chaud, là? Je commence, là, mais tu sais, là, un balayage des Red Sox, mettons Ouais. d'autres défaites contre les Guardians, puis on s'en vient. Ouais, ça sera pas facile contre les gardiens en fin de semaine, là. Non, non, non. C'est un pas pire club, apparemment. Quand même. Elle joue à balle. Oui. David qui nous dit Martinez joue au troisième arrêt court et au deuxième but dans le 3A. Pourquoi ne pas lui donner le deuxième but à Buffalo tout simplement pour lui permettre de s'améliorer? Et ça, c'est une bonne question qu'on a déjà soulevée. Je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, il y a quelques semaines, la fameuse conférence de presse là, du long congé là, que Ross Atkins avait donné. Puis il avait dit ouais, Martinez, écoute, faut qu'il continue de s'améliorer défensivement pour mériter un rappel. Le problème, c'est qu'ils ont fait jouer au deuxième but, il était poche. Là, ils l'ont transféré au troisième but. Il a eu de la misère à s'adapter. Puis là, il dit ouais, il va falloir qu'il s'adapte défensivement. Arrête de le bouger. Y a-tu juste moi? Tu sais, il y a moi, il y a David, je suis sûr que tu penses de la même façon, je suis sûr qu'il y a bien des auditeurs qui pensent pareil. Stationne-le au deuxième coussin, fais-le jouer là, il va s'améliorer, il ne deviendra pas un gars doré, là, mais il va s'améliorer, puis à un moment donné, tu vas pouvoir compter sur lui. Ah oui, première des choses, on se rappelle que cette conférence de presse-là, on n'avait rien appris. Là, c'était totalement inutile. Ouais. Mais Un 30 minutes que je ne retrouverai jamais. non, c'est ça, c'est perdu à jamais. Mais c'est à ne rien y comprendre. Tu as un joueur qui déjà a des difficultés en défensive, puis tu es en train de ne pas lui donner les outils pour s'en sortir ou pour s'améliorer. Tu fais tout le contraire de ce que tu devrais faire pour qu'il s'améliore, qu'il prenne Mhm. confiance, qu'il prenne des répétitions à la même position, dans les mêmes circonstances. Il n'y a rien de sorcier, là. Ça prend des répétitions pour devenir Ben non. meilleur. Les meilleurs Mhm. joueurs, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Puis là, lui, il n'est pas capable de répéter parce qu'il n'est jamais dans la même situation, dans la même position Mhm. au niveau des mineurs. Alors, imagine-toi dans le baseball majeur, tu vas l'amener, le jeu va beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que ça ira pas mieux. Là. Donc, Ben non. c'est vraiment difficile à comprendre. S'il était bon défensivement, tu dis, ben écoute, je peux te le permettre, il est polyvalent. Ben oui, Lui, non, là, sa force, ben c'est oui. clairement son coup de bâton. Là. Tu sais, idéalement, je l'ai dit, c'est un frappeur de choix. Mais tu sais, tu peux pas faire un frappeur de choix avec un gars de 22 ans. Là. Non, c'est C'est ça, un on peu va jeune pour attendre. ça, mais tu sais, stationne-le dans une position où il peut pas te faire trop mal. Là. Fait oublie le côté gauche de l'avant-champ. Stationne-le sur le deuxième but, donne des répétitions au premier, envoie le DH une fois de temps en temps. C'est ça la solution. Parce qu'il faut pas trop le prendre. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est ça. On a 2 commentaires ici, Sébastien, sur Danny Jensen. Pour Jensen, il n'y a pas de prospect de premier plan pour le remplacer. Est-ce que ça peut vous inquiéter? Jean-Michel qui nous dit ça. Et David qui nous mentionne que les Jays ne peuvent pas échanger Jensen. Ils n'ont plus de receveurs. Ceux qui nous lisent sur le passionmlb.com savent que ça fait longtemps que je clame que les Blue Jays doivent prolonger le contrat de Danny Jensen. Tu t'es débarrassé de Gabriel Moreno.
pour miser sur Kirk et pour miser sur Jensen. Kirk, tu as misé sur le mauvais cheval. Jensen, c'est un receveur qui rend tout le monde meilleur. Puis en bonus, une fois par mois, il devient Barry Bonds. Ce qui est pas pire. Mais tu dois garder un atout comme ça. Puis écoute, si tu es à la date limite que tu dois vendre et qu'il ne veut pas signer un contrat à long terme, tu auras une décision à prendre. Mais si ce gars-là veut signer, amène les 4 copies pour qu'il signe ça le plus rapidement possible parce que tu en as besoin. Que tu décides de reconstruire, que tu décides de viser la Série mondiale, tu as besoin d'un Danny Jensen. Exactement. C'est un peu le cœur de cette équipe-là, dans le sens, oui, on a les Vladimir, les Bobichette, mais un receveur qui est excellent défensivement, qui est capable de frapper, ça ne court pas les rues, donc tu l'as dans ta cour, tu dois le garder. Ceci dit, comme tu l'as mentionné, si tu arrives à la date limite des transactions, qu'il n'a toujours pas signé de contrat et que tu t'attends à ce qu'il veuille tester le marché des joueurs autonomes, tu te dois de l'échanger parce que tu pourras le ramener. Tu pourras lui faire signer un contrat au moment où il Si on sait que ça deviendra. fonctionne toujours, là, de l'échanger puis de le signer 6 mois après. Ben, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est mieux ça que de le perdre pour rien. Ouais, c'est ça. S'il veut vraiment tester le marché des joueurs autonomes, tu ne peux pas le perdre pour rien, un receveur de cette trempe-là, donc tu te dois de l'échanger. Mais tu dois tout faire pour le ramener par la suite, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On s'entend là-dessus. Commentaire de Martin qui nous demande défensivement qui pourrait remplacer Kevin Kiermaier s'il est échangé. En fait, je vais twister ta question, Martin, parce que Kevin Kiermaier, la réponse qu'il remplacerait, ben, on le voit quand il y a des journées de congé, c'est Dalton Varsho. Dalton Varsho qui est un excellent voltigeur défensif. C'est lui qui joue au champ centre les jours de congé de Kevin Kiermaier. Donc, ce serait lui qui le remplacerait. La question que je vais te soumettre, Sébastien, qui remplacerait Dalton Varsho? Parce que là, il y aurait un trou dans le champ gauche. Depuis le début de la saison, il y a 3 voltigeurs dans ce club-là. À chaque fois que Springer ou Kiermaier ou Varsho prend congé ou est frappeur de choix, mettons dans le cas d'un Springer, ben c'est des gars comme Biggio en début de saison, là, il n'est plus là, qui allait jouer dans la droite. David Schneider qui a beaucoup de temps de jeu. En ce moment, tu as Nathan Lukes, mais qui est blessé présentement, une blessure au doigt, il a été opéré, si je ne me trompe pas. Fait que dans les mineurs, tu n'as pas tant de profondeur. Fait que la question, Martin, est légitime parce qu'il n'y a pas beaucoup de voltigeurs purs dans l'alignement de 40 joueurs des Blue Jays qui sont prêts à jouer dès maintenant. C'est beaucoup du patchage de dire, ben, écoute, il y a des gars qui sont capables de jouer défensivement, puis on va y aller avec ça. Tu sais, David Schneider est sûrement une bonne personne, mais je veux dire, voltigeur de gauche, c'est pas un gars doré, on va le dire comme ça. Non, je dirais plus que c'est un accident de char, là, mais tout comme les autres, là, tout comme Addison Barger qui s'est fait envoyer là à son premier appel après avoir passé la nuit dans l'avion, puis n'avoir jamais joué là. John Schneider lui a dit aujourd'hui, ben, c'est là que tu t'en vas. Donc, C'est vrai, c'est vrai. il n'y a aucune solution présentement au sein de ce club-là. Connor Falefa, on l'a vu l'an dernier avec les Yankees, c'est extrêmement difficile au champ gauche. Ce n'est pas une position qui est si facile que ça, surtout dans des stades où est-ce qu'on a un gros champ extérieur. Donc, on n'a pas de solution. Puis c'est drôle, hein, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Non. Non, on ne savait pas qu'on n'avait pas de profondeur au champ extérieur, puis qu'il y avait des joueurs comme Cody Bellinger qui étaient disponibles sur le marché des joueurs autonomes, mais on pensait que notre équipe était complète comme ça. L'an passé, Whit Merrifield a joué à peu près 85 matchs dans le gauche. Il est parti, tu te dis, ouais, pas besoin de remplacer ça. Pas besoin. Non. On a Babe qui peut aller jouer dans le gauche. Ben oui. Puis David qui abonde dans ce sens-là en disant que les Jays manquent de voltigeurs cette saison et que Schneider n'est pas très bon défensivement. David qui rajoute d'ailleurs un commentaire sur l'autre Schneider, John, celui-là, en nous mettant des emojis qui nous démontrent clairement qu'il a envie de l'inviter à souper là, pour les prochaines Oui. journées. Probablement demain soir. Ouais, je pense que Oui. oui. Sébastien, on est à la fin des questions comme ça qu'on a sur les Blue Jays. Donc, on va aller dans quelques instants là, au bloc d'actualité du baseball majeur en tant que tel. S'il y en a qui veulent nous poser des questions aussi, il y aura sur autre chose que les Blue Jays, sur peu importe le sujet d'actualité. N'oubliez pas que vous pouvez nous les poser, puis vers la fin du podcast, on y répondra. Mais pour l'instant, on s'en va avec l'actualité ailleurs dans la MLB. Ailleurs, dans le baseball majeur, on a eu droit cette semaine à une série qui s'est terminée dans les dernières heures, en fait, entre les Yankees et les Orioles.
Et il y a eu ce qu'on va appeler bien candidement du brasse camarade. Oui. On dirait qu'on se découvre une rivalité entre les Yankees et les Orioles parce que c'est deux bonnes équipes. Les Yankees se sont dit, ben écoute, tant qu'à attendre que les Red Sox redeviennent bons, on va s'en créer une on the side avec le club du Maryland. Parle-moi un peu là, de comment ça a brassé dans cette série-là, qui a commencé évidemment avec le fait que Aaron Judge a été atteint par un tigre, là, ce qui est une bonne façon de fâcher les Yankees quand même. Là. Oui, quand même. S'il y en a un que tu ne dois pas atteindre, c'est toujours Aaron Judge. C'est toujours plaisant quand même, un petit peu de rififi là, qui met du Ouais, piquant dans une série, parce que comme tu l'as excellent mentionné, mot. oui, oui. C'est assez tranquille contre les Red Sox. On l'a vu en fin de semaine. Même, Ouais. il n'y a pas vraiment de rivalité au sein des joueurs. La rivalité demeure à travers les partisans, mais les joueurs, il n'y en a plus vraiment, étant donné que les deux clubs ne sont pas au même niveau présentement. Mais avec les Orioles, cette rivalité-là qui est en train de se dessiner, on risque de la voir pour plusieurs années parce que les Orioles vont être au sommet encore pour quelques saisons. Les Yankees, bien, on le sait, ils veulent demeurer à ce niveau-là toujours. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines campagnes, ils soient là eux aussi. Puis là, on est en train de construire quelque chose entre les deux équipes. Aaron Mhm. Judge qui a été atteint à la main. C'est jamais des bonnes nouvelles, mais au moins, il n'y avait pas de fracture. D'ailleurs, il était dans l'alignement aujourd'hui. Ça ne s'est pas bien passé Ouais. pour les Yankees, par contre, mais il était Non. dans l'alignement, donc c'est une excellente nouvelle pour les Yankees. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de brasse camarade, comme tu l'as mentionné. Gleyber Torres, qui a lui aussi été atteint à la main dans le même match. Giancarlo Ben oui. Stanton, qui a été repoussé du marbre par un autre lancé à l'intérieur. Donc, le Ben ouais. lendemain, on le savait qu'il allait se passer quelque chose. Puis quand c'est venu 4-1 en faveur des Orioles, bien, Victor Gonzalez qui a atteint Gunnar Henderson. S'il y en a un que tu veux atteindre, si tu veux répliquer, bien, c'est le meilleur joueur de l'autre équipe. Donc, Gonzalez a dit que c'était pas intentionnel, mais on peut en Ouais. douter. Le lendemain, on répond. Donc, on est en train de construire quelque chose qui risque de durer encore plusieurs saisons. Œil pour œil, dent pour dent, mais Oui, c'est un accident, tu sais. oui, c'est ça, c'est ça. Quel hasard. Ces gars-là, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent à lancer la balle exactement où Oui, est-ce qu'ils veulent, puis c'est je ça. pense que c'est ça qu'il a fait. Oui. Euh, Parle-nous un petit peu de Clé 11, parce que, écoute, je vais te poser une question, là. Je me doute de ta réponse, mais je veux être sûr. Si tu peux prendre le Clé 11 du mois de juin ou du mois d'avril, lequel tu prends? En tout cas, je ne prendrai pas celle-là des 15 derniers matchs parce que ça ne va pas bien. Ça Non, ne va pas bien pour non. Clay Holmes. Une moyenne de points mérités, tout près des 6. Un whip très élevé aussi. Donne beaucoup trop de coups sûrs. A donné son premier circuit de la saison. Tu sais, Clay Holmes, c'est un lanceur de sinker. Puis là, la sinker, elle reste en plein cœur du marbre, puis les frappeurs adverses en profitent. Donc, ça ne va pas bien. Puis, on a quand même un petit manque de profondeur dans cet enclos de relève présentement. On a Jonathan Loaisiga qui est sur la liste des blessés. Puis, en raison de la blessure de Garrett Cole, bien, cet enclos de relève a été surtaxé depuis le début de la saison. Puis, on commence à voir Ouais. des signes de faiblesse. Donc, on va avoir besoin d'un Clay Holmes en pleine possession de ses moyens, mais pour le moment, on a de gros doutes. Puis, il va falloir commencer à penser à peut-être le remplacer, peut-être l'envoyer en 8e ou en 7e, puis aller chercher du renfort parce que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça, surtout pas dans une course contre les Orioles qui risque de durer jusqu'à la fin de l'année. Ben, écoute, ça concorde un peu avec le commentaire qu'Olivier nous a soumis. Faut-il s'inquiéter des récents ennuis des releveurs des Yankees? Là, je pense que tu y as quand même assez bien répondu à ce niveau-là. D'ailleurs, les Yankees qui ont mis la main sur Tim Hill de jeudi, aujourd'hui. Écoute, c'est pas le sauveur, mais Non. ça démontre justement que tu sais, il y a ce besoin-là qui va être à adresser. Puis, écoute, on en a parlé tantôt, là, toutes les équipes se cherchent des lanceurs là, en vue là, de la date limite des transactions. Toutes les équipes qui veulent gagner la Série mondiale, du moins. Les Yankees, ça fera pas exception. Là. Je m'attends pas à un coup d'éclat nécessairement de la part des Yankees, mais je m'attends à ce qu'on ajoute de la profondeur dans cet enclos-là pour être padé. Puis, c'est typique de Brian Cashman de se dire, je vais aller chercher quand même un bon releveur rendu au mois de juillet. Oui, oui. Brian Cashman, il a besoin, comme l'an dernier, il avait besoin de voltigeur de gauche, il est allé chercher 14 releveurs. Fait que Oui, bien fonctionné. Cashman, oui, il va toujours dans l'enclos de relève principalement, Ouais. ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puis on devra le faire encore cette saison. Mais on doit vraiment adresser tout ce qui cloche présentement parce que les Orioles, eux, risquent d'adresser leurs lacunes, qui eux aussi
Entre autres, ça se trouve dans l'enclos de relève. Quand on a perdu Félix Bautista, ça a fait très mal. On risque d'être dans les rangs pour obtenir Mason Miller si jamais il est disponible chez les A's d'Oakland. Donc, ça va être une lutte entre ces deux formations-là, autant sur le terrain qu'à l'extérieur sur le marché des transactions. Parle-nous donc un peu de l'impact de la blessure d'Anthony Rizzo qui a été placé sur la liste des blessés de 60 joueurs, même donc absent pour au moins 2 mois. Ben Rice qui est débarqué en renfort. Quel nom extraordinaire d'ailleurs. Les jeux de mots sont multiples. Je vais te laisser en faire si tu veux. Là, moi, je vais passer à d'autres choses parce que on serait là jusqu'à demain matin. Ben Rice qui débarque en renfort, un receveur qu'on utilise au premier coussin. Parle-nous un peu là, de ce jeune-là et du temps de jeu qu'on va avoir, de la façon dont on gère le temps de jeu avec DJ LeMahieu qui va se promener dans les deux coins là, de l'avant-champ et tout. Je ne ferai pas de jeu de mots, mais durant son roll call au Yankee Stadium, alors que les partisans scandaient son nom, il a fait mine de manger un bol de riz. Donc, c'était quand même très drôle. Puis c'est le contenu dont j'ai besoin. Oui, c'est ça. C'est du contenu important. Oui. Oui. Ouais. Mais c'est un jeune qui est pétillant. Quand il a frappé son premier coup sûr, il avait le sourire à partir du marbre jusqu'au premier coussin. Puis l'entraîneur au premier but était en train de regarder d'autres choses. Puis il lui a pris la main, a tapé dedans. Donc, il amène de l'énergie dans cet abri-là. Il est content d'être là. Il a du plaisir. Lui, il profite du moment. Donc, ça amène des belles choses dans l'abri des Yankees. Puis c'est un excellent frappeur. Un très beau swing, très fluide. C'est sûr que là, il doit faire un ajustement au niveau des majeurs, mais c'est un joueur qu'on risque de revoir dans les prochaines années. C'est un receveur qu'on utilise au premier but. Donc, c'est sûr que défensivement, ce n'est pas idéal. On l'a vu à quelques reprises, n'avait pas l'air à être à l'aise, faisait le jeu, mais pas nécessairement de la meilleure des façons. Mais là, on n'a pas le choix. Anthony Rizzo n'est pas là. Puis Anthony Rizzo, ça fait mal défensivement et non pas offensivement comme par le passé. C'était très difficile en attaque, mais défensivement, ça reste Anthony Rizzo. Donc là, on a Ben Rice, on a DJ LeMahieu qui revient d'une blessure. Ce qui est à 100%, on n'est pas trop sûr. On a Gleyber Torres qui, cet après-midi, a quitté la rencontre, serait blessé à l'aine. Donc là, présentement, on avait un surplus de joueurs à l'avant-champ, mais là, on en manque. Donc peut-être que ça va faire mal à long terme. Anthony Volpe et les autres. Hein, présentement, dans l'avant-champ, lui, il a la certitude, il frappe premier, il joue à recours, à l'arrêt-court. Il fait les jeux, une chance qu'il est là. Kevin Larose, qui est un peu dans ma tête, c'est des commentaires que je t'ai souvent ramenés, mais que Judge prenne des manches au premier but, je pense que ça fait partie de la solution personnellement. D'un, tu le sors du champ-centre un peu, tu lui permets de se reposer, tu l'amènes au premier but, tu règles un problème de ce côté-là. Je pense que ce serait la chose à faire. Ça pourrait permettre de faire de la place à Jason Dominguez. Non, Jason Dominguez qui est blessé pour les 2 prochains mois, Sébastien. C'est exactement là que je m'en allais. Ça aurait été une solution idéale si Dominguez avait été en santé, mais là, il va rater au moins 8 semaines d'activité, donc ça fait mal. Tu ne peux pas l'amener dans les majeurs. Est-ce que tu veux amener Spencer Jones? Déjà, je ne crois pas. Donc, tu dois laisser Judge au champ centre, surtout que Juan Soto au champ extérieur, c'est pas facile. Tu dois garder cette. Non, on l'a vu hier et cet après-midi, jeudi, c'est vraiment pas facile. C'est pas sa force, disons. Il est excellent au bâton, mais défensivement, c'est un peu plus difficile. Donc, je pense que Judge va rester au champ centre pour le moment. À long terme, peut-être que ça deviendra la solution. Mais on doit trouver d'autres choses. Oswald Perazza, qui est sur la liste des blessés, va revenir éventuellement, mais ça va lui prendre du temps aussi. Donc, la situation n'est pas idéale à New York. Juan Soto, défensivement, appelons ça un mal nécessaire pour l'avoir dans la ligue. Exact. Il aurait pris comme un 3-4 pieds de plus pour pogner la balle. Il aurait aussi fallu qu'il ne fasse pas un pas en avant, ça l'aurait aidé, là, mais ça, c'est un autre dossier. Je pense. Légèrement. OK. Des Yankees, passons un peu aux Dodgers. Les Dodgers qui, en l'espace de quelques heures, ont perdu Yamamoto et Mookie Betts. Donc, c'est des centaines de millions de dollars qui prennent le chemin de la liste des blessés, mine de rien. Les Dodgers avaient déjà des lacunes. Ils ont à peu près une rotation puis un enclos complet sur la liste des blessés depuis le début de la saison. Max Muncy est blessé. Mookie Betts est blessé. Là, ça commence à être un problème. L'équipe n'a pas investi plus d'1 milliard de dollars cet hiver, Sébastien, juste pour jouer aux partisans, être un amateur de loin des séries éliminatoires. Non, on veut être un acteur principal des séries du mois d'octobre. On veut gagner la série mondiale.
Fait que déjà qu'il fallait s'attendre à ce que les Dodgers soient de tous les coups, ben là, attends à ce qu'ils soient de tous les coups et de tous les coups. Oui, oui, puis peut-être Ça aussi se de dit, tous hein? les coups. Oui, 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 Ah oui, oui, ça se OK. dit. Ben, si tu l'as dit, ça se dit. OK. Ben écoute, j'ai rien à dire là-dessus. Non, mais plus sérieusement, c'est sûr qu'ils vont être de toutes les occasions qu'ils vont avoir d'aller chercher un joueur qui va combler une lacune ou qui va combler un trou en raison des blessures, ils vont être là. Puis je pense vraiment que ça va être eux qui vont lancer le bal de cette date limite des transactions-là, puis ça risque d'être avant la date limite. Peut-être Mhm. que cette date limite-là va s'étirer sur beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude parce que justement, les Dodgers attendront pas au 30 juillet prochain pour bouger. Vont avoir besoin de renforts avant ça, même s'ils sont confortablement installés au sommet de la section ouest de la Ligue nationale. Ils ont d'autres objectifs, c'est de finir au premier rang, puis surtout de se rendre très loin en séries éliminatoires jusqu'en série mondiale. Donc, on va avoir besoin de profondeur. Présentement, on en manque. Ça risque de nous faire mal à long terme. Donc, on va adresser ces lacunes-là parce qu'on ne peut Mhm. pas se planter. On a dépensé tellement, comme tu l'as dit, qu'on ne peut pas se planter. Puis tu ne peux pas laisser aller les choses jusqu'à la date limite en pensant régler ça. Tu dois les régler, pas immédiatement, mais à tout le moins dans les prochaines semaines. Ouais, t'as pas, plus tu le laisses traîner, parce que, tu sais, mec, Mookie Betts revienne, il va quand même avoir un trou à l'arrêt-court. Fait que si tu vas Oui, chercher un arrêt-court dès maintenant, ben, quand Betts revient, tu peux le mettre au deuxième coussin, puis là, oui, un gars comme Miguel Rojas peut devenir plus un joueur de banc comme ça devrait l'être. Mec, Max Muncy revienne aussi, je pense que ça va faire une différence. Là. Tu peux oui. faire jouer un petit peu moins un gars comme Kevin Biggio, là, ce sera pas exactement un luxe là, du côté des Dodgers. Kevin Biggio, déjà lui, d'ailleurs, ça commence bien. Oui, oui, c'est un bon départ, mais pour lui, ça ne fait pas changement de son passage chez les Jays. Là, donc, mais pour les partisans des Dodgers, je pense qu'ils s'attendaient un petit peu plus. Puis même l'état-major des Dodgers avait l'impression peut-être de pouvoir le changer, le transformer en bon frappeur. Pour le moment, ce n'est pas ça qu'on voit. C'est parce que le problème, c'est que même si tu trouves des lacunes, il faut que tu le convainques de swinger avec deux Oui, prises. c'est ça. C'est c'est ça le secret. Je pense que ça prendrait Mesmer pour dire comme tu vas t'élancer puis l'hypnotiser un petit peu. Là. Je pense que c'est ça la solution. On est Oui, rendu parce là avec que Kevin Biggio. dans le match où il s'est fait huer, avait regardé passer une troisième prise 3 fois avec des Ouais. coureurs en position de marquer. Donc, Ben oui, je ben oui. pense que les partisans y en avaient un petit peu ras-le-bol Ouais. de notre bon vieux Kevin. Euh, je, Ça arrivera pas parce qu'il travaille pour les Astros, fait qu'il donnera pas des conseils aux Dodgers, mais je pense que ça prendrait Craig Biggio qui le regarde puis qui dise comme Hey, elle en soit. Craig Biggio, tu sais, avec son visage sévère, moi, si Craig Biggio me dit quelque chose, je pense que je le fais honnêtement. Oui, oui, ben, tu n'as pas beaucoup d'autres options. Là. Non, c'est ça, c'est un monsieur, là, tu sais. C'est ça. Je voulais qu'on parle d'un sujet, Sébastien, qui est quand même assez intéressant. C'est celui des arbitres robots qui font de plus en plus jaser. Parce que là, on parle de plus en plus du fait que on pourrait instaurer là, à partir de 2026, peut-être un petit peu plus tard, non pas un arbitre robot qui appelle toutes les balles ou toutes les prises, mais un système de révision à la discrétion, soit du lanceur ou du frappeur. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce système-là qui est présentement, tu sais, qui est testé là, dans les ligues mineures? Oui, bien, avant de l'expliquer, je ne comprends pas pourquoi on doit attendre en 2026 et dans les Ouais. saisons subséquentes. C'est un système qui prend pas de temps, qui est efficace. Oui, il y en a qui disent qu'on manque peut-être de précision, on n'est pas sûr selon la grandeur de la zone des prises, selon les frappeurs, mais tu ne viendras pas me dire que les arbitres sont précis présentement dans le baseball majeur. Là, je pense que la machine pourrait faire mieux, surtout que, là, on va l'expliquer, c'est pas la machine qui appelle les balles et les prises. On y va d'un système ben, présentement, dans le 3A, c'est une alternance. On a 6 matchs où c'est la machine qui appelle les balles et les prises. Et l'autre 6 matchs, bien, c'est un système de révision, de challenge. Donc, chaque équipe a pas 3 chances, mais peut se tromper 3 fois. Donc, C'est soit le ça. frappeur ou le lanceur tape sur son casque ou sur sa casquette s'il pense que le lancer a été mal appelé. Puis un peu comme au tennis, bien, on a le résultat sur l'écran tout de suite. On sait si c'était une balle ou une prise. On passe à d'autres Mhm. choses. Si c'était le bon appel, bien, on perd un des trois possibilités. Si on change l'appel, bien, on regarde cette possibilité-là des trois pour toute Mhm. l'équipe durant tout le match. Donc, ça ne retarderait pas les rencontres. Puis on aurait
surtout dans les situations qui sont importantes. Les frappeurs ne vont pas demander une révision à chaque lancer. Puis, Non. on va l'utiliser au bon moment quand on a des coureurs sur les sentiers en fin de match. Puis, ça ne changera pas le cours du match. Puis en plus, bien, ça n'enlèvera pas des emplois. Donc, les arbitres vont demeurer là. Ça n'enlèvera presque pas le travail des receveurs qui frame les lancers, Ouais. sauf à quelques occasions. Donc, je pense que c'est la meilleure des solutions, puis on hésite à l'utiliser. Mais honnêtement, c'est ça qui est le fun, c'est que tu l'as dit, si on demande une révision, par exemple, le frappeur s'est fait appeler une prise, lui est convaincu que c'était 3 pieds à côté, ben, tape sur son casque comme Mhm. ça, puis tout de suite, on s'en va sur le gros écran qu'il y a dans le fond du champ centre, puis on le voit, là, un petit peu comme tu l'as dit au tennis, ben, on voit que on voit la zone de prise électronique qui apparaît, on voit si c'était une balle ou une prise, puis ça prend une dizaine de secondes. Fait que Mhm. c'est ça qui est le fun, c'est que si, mettons, tu finis par avoir une dizaine, une quinzaine de révisions durant le match, ça t'a pris 2, 3 minutes, là. Fait que c'est pas ça qui va rallonger nécessairement les matchs. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Puis ça permet à tout le monde d'être un peu imputable, dans le sens où l'arbitre, il faut qu'il soit imputable parce que ce Mhm. système-là, mais le frappeur puis le lanceur, il faut qu'il le soit aussi, parce que si tu fais comme Vladimir Guerrero Junior, ses buts, puis qu'il demande une révision parce que lui, il pense qu'il était sauf, puis finalement, ben, ça coûte à son équipe, ben, s'il refait ça pendant qu'il est au bâton, puis que tu le fais 3 fois en deuxième manche parce que tu n'es pas content de l'appel de l'arbitre, puis que c'est vraiment toi qui t'es trompé, ben, tu punis ton équipe parce que ça se peut qu'à un moment donné, en neuvième manche, tu sois un petit peu en maudit de pas avoir eu cette opportunité-là de pouvoir retourner à la révision parce que tu as un gars en deuxième, puis troisième, puis quatrième manche qui les a brûlés. Tu sais. Oui, exact. Puis quand tu vas revenir dans l'abri, puis que tu vas t'être trompé par beaucoup, puis tu vas peut-être avoir coûté la victoire à ton équipe, ben je pense pas que les regards de tes coéquipiers vont être très Non. accueillants. Donc, tu vas y Non. penser à 2 fois la prochaine fois, puis peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins de révision de cette façon-là. Puis de toute façon, là, les matchs, on s'entend que ça va assez vite. Là, qu'un match passe de 2h03 à 2h07, ça va juste nous laisser le temps de finir notre bière, puis de voir 4 minutes de plus de baseball. Toi, on sait que c'est ça ton but quand tu vas au stade, de finir ta bière puis avoir le temps de reprendre une autre. Là. Oui, oui, ben, j'y vais juste pour ça. Là. Je comprends. Euh, Jean-Michel qui nous mentionne qu'il faut attendre à cause de la convention collective entre le baseball majeur et le syndicat des arbitres, parce que c'est ça, comme tu l'as dit, Sébastien, faut quand même que c'est une adaptation pour les arbitres, puis même si ça coupe pas d'emploi en tant que tel, ben ça demeure un changement qui est assez majeur pour eux autres. Là. Mais je pense que quand même, on pourrait renégocier en cours de. On a déjà ajouté des choses, changé des règlements. Donc, pour moi, Ouais. c'est pas ça qui est une issue présentement. Mais oui, ça va être une adaptation. Ça, il n'y a aucun doute pour les deux parties, les joueurs, les officiels. Puis quand je parle des deux parties aussi, au sein des joueurs, les frappeurs, les lanceurs. Déjà, on s'est Mhm. habitué un peu au cadran. Là, il va falloir s'habituer à autre chose. Mais les jeunes joueurs, eux, vont être déjà habitués à ce système-là. Donc, on va avoir une adaptation un petit peu plus facile. Donc, tu sais, je ne vois pas vraiment d'excuses pourquoi on n'y va pas avec cette avenue-là dès maintenant. Peut-être qu'il y a Mhm. d'autres enjeux tu sais, d'implantation et tout, mais tu sais, je pense que c'est vraiment le meilleur des systèmes. Il y a Patrick qui nous mentionne que l'arbitrage est quand même mieux au baseball qu'au niveau du hockey. Euh, c'est vrai qu'en série, c'est un arbitrage plus de type je range mon sifflet. Oui. Euh, avant de passer à la période de questions, Sébastien, là, je vois déjà là, des questions là, concernant les Red Sox là, qui commencent à rentrer. Je voulais qu'on parle un peu de J.D. Davis, qui a été libéré par les Aces d'Oakland, notamment pour faire de la place à Abraham Toro, là, qui a présentement, il a gagné le poste de troisième but régulier du côté des Aces. Oui, il l'a gagné surtout grâce à son mois de mai où est-ce qu'il était Ouais. totalement en feu. Là, c'est un petit peu Mhm. plus difficile, mais ça en peut, tu sais, tous les frappeurs du baseball majeur passent par des séquences Exact. plus difficiles. On a beaucoup plus confiance en Abraham Toro qu'un J.D. Davis. Davis qui allait pas mal depuis le retour de sa blessure, mais tu sais, c'est justement, on s'attend quand même à ce qu'il puisse se reblesser. Puis on sait qu'Abraham Toro est très polyvalent, peut prendre cette position-là, frappe dans le haut de l'alignement, donc amène un petit peu plus que J.D. Davis, puis c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction-là. On verra ce que ça va donner. On verra si Toro sera dans les rumeurs au cours du prochain mois et demi. C'est pas impossible qu'il y ait une équipe qui veuille aller le chercher. C'est pas impossible non plus qu'il termine la saison avec les Aces d'Oakland, qui déménagent à Sacramento, qui soit échangé durant la prochaine saison morte. Avec les Aces, là, on le sait jamais. Fait que Tout on est verra. possible. As-tu vu que j'ai dit les Aces et pas les Aces d'Oakland? Parce que moi, je veux faire plaisir aux propriétaires qui ne veulent pas qu'on les appelle avec un nom de ville à partir de l'an prochain. Là. C'est les Aces.
Ben moi, je vais les appeler les Aces de Sacramento. C'est sûr que je vais les appeler les Aces de Sacramento. C'est bien trop drôle. Sébastien, allons-y sur ce fond de niaiserie. On dirait que c'est un thème récurrent ce soir. Avec la fameuse période de questions. Période de questions, n'hésitez pas à venir nous en poser. Euh, Jean-Michel Gauthier qui nous a mentionné, Marcelo Mayer marche très bien dans le 2A avec les Sea Dogs de Portland, espoir donc des Red Sox de Boston, mais on semble pas vouloir le monter dans le 3A pour garder Nick Sogard et David Hamilton, semble aller super bien avec le grand club. Pensez-vous qu'ils vont l'échanger? À ce niveau-là, il y a Jay qui a répondu, Mayer va rester avec les Red Sox pour préparer l'après-story qui est toujours blessé. Moi, j'abonde un peu dans ce sens-là. Tu sais, Marcelo Mayer, qui est quand même un très, très bel espoir sur qui les Red Sox comptent. Les Red Sox qui veulent y aller avec ce virage jeunesse-là qu'on a vu. Tu sais, on donne des prolongations de contrat à des jeunes. On ne signe pas des gars parce qu'on veut faire de la place à des jeunes. Mayer en est définitivement un. Le fait que Story soit souvent blessé est un aspect qui rentre en ligne de compte. Ceci étant dit, ce qu'il faut comprendre aussi, Sébastien, c'est que il y a un changement de mentalité qui s'est effectué dans les dernières années. Avant, quand tu avais, mettons, un Trevor Story à l'arrêt-court, puis que tu avais un espoir à l'arrêt-court qui poussait, qu'est-ce que tu faisais? Tu l'échangeais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu le changes de position pour pouvoir le garder dans ton alignement. Donc, moi, je vois pas un monde dans lequel les Red Sox échangent meilleur. Je pense qu'on veut vraiment lui donner la chance de pleinement se développer. Puis justement, avec les gars qui sont déjà en place, qui leur permettent de s'acheter du temps, si tu veux. Je pense qu'on veut qu'ils brûlent le 2A, puis qu'après qu'ils brûlent le 3A pour finalement arriver le plus près possible dans le baseball majeur. Parce que Meyer, j'ai pas son âge devant moi, mais il est pas vieux, ce gars-là non plus. Oui, exactement. Puis il n'y a absolument rien qui presse à Boston. On a pris un pas de recul pour probablement, en tout cas, j'espère mieux avancer dans le futur puis dépenser à ce moment-là. Mais pour le moment, on n'a pas une formation qui aspire aux grands honneurs, même si elle fait très bien par les temps qui courent. Un balayage contre les Blue Jays. On a remporté 2 matchs contre les Yankees, donc ça va bien, mais il n'y a quand même rien qui presse. Et Marcelo Meyer, si je me rappelle bien, c'était un des vols de ce repêchage-là. Donc, Ouais. tu sais, peut-être en raison de l'argent demandé et tout. Là, on sait comment ça fonctionne avec le repêchage, mais quand même, on est allé chercher un excellent joueur à un rang un petit peu plus bas. Donc, on va vouloir le garder. On va vouloir qu'il prenne son temps dans les rangs mineurs, comme tu l'as mentionné, puis on va l'amener au bon moment. Puis le bon moment, bien, ça va peut-être être dans une formation qui est un petit peu plus aguerrie, puis qui va être un petit peu plus entourée dans cet alignement de frappeurs-là. Restons sur le thème des Red Sox. Mon père qui peut pas être présent ce soir, mais qui quand même nous a glissé un mot comme quoi qu'il voulait qu'on parle un petit peu d'Alex Cora, parce qu'il y a eu de plus en plus des rumeurs là, qu'il l'envoie sous d'autres cieux. Moi, j'ai l'impression, Sébastien, que son avenir est pas à Boston, que ce soit comme gérant ou que ce soit monté au deuxième étage. Je pense que son avenir est ailleurs. Je ne sais pas s'il va gérer l'an prochain. Il va peut-être prendre une pause, va peut-être vouloir être un gars au deuxième étage pour devenir un DG. Moi, je pense qu'il va quand même re-signer pour rester gérant à court terme. Il y a le nom des Dodgers qui revient l'an prochain si jamais Dave Roberts ne livre pas la marchandise. Il y a les Phillies qui sont arrivés dans le portrait. Il y a Saint-Louis. Tu sais, Phillies puis Saint-Louis, il y a des liens faciles à faire avec Dave Dombrowski et Chaim Bloom, là, qui étaient ses anciens patrons. Ceci étant dit, il y a le nom des Yankees aussi qui est sorti si jamais Aaron Boone ne reste pas. Euh, ça, ce serait de la cacophonie de voir Alex Cora débarquer. Tu sais, l'ancien des Astros avec qui a triché en 2017, l'ancien des Red Sox comme ça qui a gagné la Série mondiale en 2018, de le voir débarquer dans le Bronx, ce serait tout un show. Oui, vraiment tout un show. Mais même moi, en tant que fan des Yankees, je pense que ça serait une excellente nouvelle pour les Bombardiers. Tu sais, je pense pas que ça va arriver, mais si jamais ça arrivait, Alex Cora qui fait un travail exceptionnel avec les Red Sox. On n'en parle pas assez, mais tu sais, dans les dernières années, là, les Red Sox ont absolument rien sur le terrain. Et pourtant, on se bat contre des grosses formations jusqu'à tard dans la saison. Puis il a remporté la Série mondiale. Quand il a raté, quand il n'était pas là, on a vu la différence. Vraiment, les Red Sox, c'était une piètre formation, ça allait pas bien. Donc, on voit l'importance de Alex Cora dans l'abri des Red Sox. Puis j'ai vraiment hâte de voir où il va se retrouver. Il ne faut pas oublier non plus qu'il pourrait prendre, qu'il pourrait ne pas être gérant l'an prochain, voulait se rapprocher de sa famille. Donc, peut-être qu'il va trouver une façon de combiner les deux. Mais toutes les possibilités sont sur la table en ce moment.
Honnêtement, moi, si j'avais une prédiction à faire en ce moment, si les Dodgers gagnent pas la Série mondiale puis qu'on se sépare de Dave Roberts, moi, je le vois à Los Angeles. Mhm, Je sais pas mhm. toi, là, mais on dirait Ouais, qu'il ouais. tu sais, un ancien des Dodgers comme ça, il a déjà gagné. Je sais pas comment les fans des Dodgers l'accueilleraient, ceci dit, là, avec ce qui s'est passé à à Houston en 2017. Mais outre ce petit détail-là, si l'eau a coulé sous les ponts, je pense que ça pourrait être un méchant candidat là. Ben, si les partisans des Dodgers veulent gagner pour la première fois depuis très longtemps, à l'exception de la saison écourtée, tu dois passer par-dessus puis tu dois accueillir un Alex Cora. Imaginez Alex Cora avec la formation des Dodgers. S'il a Mm. fait ce qu'il a fait avec les Red Sox, qu'est-ce qu'il va faire avec les Dodgers? Puis tantôt, tu disais, si Dave Roberts ne livre pas la marchandise, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, là, tu sais. À moins Ouais. d'une très grosse surprise, c'est là qu'on s'en va. Donc, ça serait un fit parfait. Puis les Dodgers deviendraient encore plus redoutables. Puis c'est là que peut-être qu'ils vont gagner plusieurs séries mondiales durant le contrat de Shohei Ohtani. Dave Roberts, sa décision douteuse en série avant ou après le 17 octobre? Ça, c'est comme le over-under. Oui, Exactement. c'est ça. Moi, je pense que ça va arriver le 17 octobre. Oui, c'est ça. Mais je vais y aller avec under. OK, parfait. Ouais. On s'en reparle plus ou moins le 17 octobre. Oui. Euh, Patrick Boivin qui nous pose une question que j'aime beaucoup sur Bobby Witt Jr. Est-il le joueur le plus complet de la MLB selon vous présentement? Compte tenu du fait qu'Otani lance pas, ça ouvre la possibilité à ce que cette réponse-là soit pas super évidente. J'aime la question que tu nous poses, Patrick, parce que vite comme ça, à chaud, je pense que c'est ma réponse. C'est un joueur qui est, écoute, il fait vraiment tout sur un terrain. Défensivement, à l'arrêt-court, il fait le travail. Offensivement, ça fonctionne. Sur les sentiers, il est-tu fatigant, Bobby Oui. Witt Jr., quand il est un lanceur? Il est vraiment beau à avoir joué. Il est signé à long terme. Il est à Kansas City pour y rester. Le club va bien. Il est en train de prendre les clés de cette équipe-là, qui est en train de voler là, très gentiment à Salvador Perez, qui n'a pas de vilaine saison non plus, mais il est en train de lui passer le flambeau, là, on va le dire comme ça, plus que lui voler les clés. Là. Mais ça va bien là, pour Bobby Witt Jr. et les Royals. Moi, je pense que c'est ma réponse. Ouais, moi aussi. Quel beau joueur de balle. Il y a tout ce joueur-là. Ouais. Il fait tout sur un terrain de baseball. Puis il le fait aussi dans des moments importants. Tu sais, oui, les Royals n'ont pas eu beaucoup de moments importants depuis son arrivée, mais quand même, c'est lui qui traîne cette équipe-là cette saison. Puis ils sont encore dans le portrait des séries éliminatoires. Puis on regarde leur différentiel de points pour, points contre. Si on se fie à ça, ça risque de quand même se poursuivre pour quelques semaines, voire mois encore. Tu sais, on joue de l'excellent baseball. On a eu une mauvaise Mhm. série contre les Yankees. On est revenu par la suite. Donc, tu sais, c'est une équipe qui n'a pas peur de rien, mais ils n'ont pas peur de rien parce que leur leader veut jouer. Puis c'est lui qui mène cette équipe-là. On va suivre ce qui va se passer à Kansas City là, d'ici la fin de la saison, d'ici la date limite des transactions. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Ils ont une équipe, en tout cas, pour se renégocier un nouveau stade de baseball là, Mm. pour rester à Kansas City longtemps. Puis si c'est ce club-là qui est là pour à court moyen terme pour les prochaines années, les partisans vont être au rendez-vous. Mm. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Toujours un plaisir de partager ce podcast-là avec toi, de le partager avec les auditeurs aussi qui sont encore une fois très présents durant le podcast pour ceux qui nous écoutent en live sur Facebook, sur X ou sur YouTube. Mais ceux qui nous écoutent pas en live, Sébastien, où peuvent-ils bien nous entendre? Ben, tout d'abord, merci, merci à tous ceux qui sont là présentement, mais qui vont justement le réécouter sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify Music, Amazon. Si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez trouver tous les épisodes et bien sûr sur notre site internet, passionmlb.com. Donc, on vous invite à nous lire, à nous écouter. On aime partager cette passion-là du baseball avec vous. Merci d'être là à chaque semaine pour nous écouter. C'est tout pour nous cette semaine en ce qui a trait au podcast. Donc, on vous souhaite une excellente semaine de baseball et puis on vous dit à la semaine prochaine.